NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show pour la deuxième partie de l'émission. On va parler cyclisme dans un instant, mais également recevoir une invitée de prestige. C'est la gardienne de handball du club de Celles-sur-Belle, Justine Iquebranc, qui fait partie des meilleures joueuses en Ligue Butagaz Énergie depuis le début de la saison. Elle nous fait l'honneur d'être dans le Nasport Show. Mais avant cela, je le disais, c'est le cyclisme. Tout de suite, la page Omnisport. Et pour parler vélo, j'accueille le roi de la pédale, c'est Victor Pérez-Boucheron qui est avec moi au studio. Salut Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, maillot blanc de meilleur jeune évidemment en studio. Victor, tu as eu la chance, on va le dire, et l'honneur, on va remercier d'ailleurs le team FDJ Suez Futuroscope. Tu as eu la chance d'être en inside, d'être en immersion au sein de cette équipe lors du Chrono des Nations 2022. Avant de voir ton reportage, est-ce que tu peux un peu nous planter le contexte ? Tout à fait Benjamin, j'ai eu la chance de partager les derniers coups de pédale de la FDJ Suez Futuroscope sur le territoire français lors de la dernière course du calendrier européen. Alors j'ai suivi durant le temps d'une épreuve, d'une journée, Stéphane Delcourt, Emmanuel Merlot, Flavien Soenen, Loussa de Guest et Marie Lenette sur cette épreuve du Chrono des Nations. Je vous laisse donc vous plonger dans l'univers d'une équipe professionnelle féminine. C'est parti. Un dimanche de course, comme elle en a connu cette saison. Pour la dernière échéance du calendrier européen, la FDJ Suez Futuroscope s'est déplacée aux Herbiers en Vendée à l'occasion du Chrono des Nations. Nous retrouvons sur place Stéphane Delcourt, le manager général, dans une ambiance décontractée.
Là, ça fait un vrai camion. Vite. L'occasion d'échanger une dernière fois dans un paddock avec ses homologues de chez la Groupama FDJ, l'équipe masculine. Discussion avec Philippe Mauduit. Un peu plus de 11h30, Marie Lenette et Laous Adegest arrivent sur le paddock. L'occasion pour les fans de faire quelques photos et de discuter. Bah, on arrive pile poil en même temps que Marie, quoi. On aurait voulu faire, on n'aurait pas réussi. Et puis finalement, j'ai commencé à préparer, donc plus sur la montage. Ok. J'ai fait plein de trucs et puis j'ai tiré un truc. Stéphane Delcourt règle les derniers détails techniques avec sa coureuse. Ça va, Marie? Non, j'ai pas demandé à la Pierre s'il restait une place pour. Ok. Pas de soucis, j'attends. Oh, ça commence pas. C'est le tien en plus. Ouais. Ça décolle. L'entraînement, ça se décolle pas? À l'entraînement, on met du scotch Ouais, comme là. Voilà. Ouais, mais je sais c'est pas bon, si- je pense que ça va durer. T'as déjà essayé ce prologo? Non, on les a pas ici. On n'a pas un échantillon des prologos, tu vois, les. Ils nous ont pas renvoyé, mais je sais pas si c'est confortable. Bah, comme ça. Ils nous ont envoyé de ça là. Et je sais que Lucas, on avait fait ici. Il est où Lucas? Du coup, sur les prolonges. Ouais, on va lui demander en même temps. T'as pas monté tes. T'as pas monté ton bidon? Non, parce que du coup, quand on a monté, ça rentrait pas tout à fait. Ah, mais tu veux pas dans. On a préféré assurer. Elle est arrivée, Johnny? Toujours tout sourire, Marie Lenette lâche la pression en cette dernière course de la saison. À ses côtés, Marion Hérault-Garnier, consultante moto durant le dernier Tour de France Femmes, apporte son lot d'anecdotes. Marie, c'est la meilleure cliente. Mais non, mais en fait, C'est pour ça que je t'ai dit d'office, tu veux qui? Bah, Marie Lenette. C'est la meilleure cliente du peloton. Tu sais, tout le monde sur le Tour de France me parle de cette séquence où tu me tombes dans les bras et que moi je suis là, mais non, il y a le Covid, arrête. Et puis bon, allez, vas-y. Oh fuck, hein. Et Christian Prudhomme qui vient me voir et qui me dit: ah, mais vous les connaissez vraiment? Bah ouais. Oui, je les connais, oui. Mais tout le monde me parle de ce moment-là, tu vois. Bah ouais. Et avec ta maman, avec ton frère et tout. Marie, tu peux faire toi? Ils sont frais mes poissons. Comment ça, ils sont pas frais mes poissons? Non, mais à vous deux, vous me marchez? Samedi matin, et Marie, samedi matin quand on repart de Paris, Ouais. on va vite fait dans un quartier, tu peux le faire. Hein. La poissonnière, t'as plein de trucs. Non mais un food truck breton, galette saucisse. Ils sont bonnes mes crêpes, ouais. Ah non, elles sont pas très crêpes. Je sais même pas si je t'ai dit merci la dernière fois que tu en as emmené, elles sont très très bonnes. Quoi? Ah, tu fais le tour ici, tu vas aller au parking aussi? J'ai déjà fait le parking. Salut, ça va? 12h, Stéphane Delcourt et Emmanuel Merlot commencent leur tour du paddock, là où sont stationnées toutes les équipes. Ça va? Salut. J'ai été sobre dans mes messages, mais j'étais en feu. Un bref arrêt au canyon de la Saint-Michel, là où une ancienne de leurs pensionnaires est désormais directrice sportive, Charlotte Bravard. Un moment d'échange sur la gestion du sport féminin sur les compétitions. Franchement, j'ai jamais vu ça. Elles étaient dans la circulation des voitures. Avec le troisième enfant, est-ce qu'elle va avoir il met sa place? On retrouve toujours des dossiers. Oui, c'est clair. C'est pas des dossiers, c'est des bons souvenirs. Ah ouais, exact. Non loin d'Emmanuel Merlot, son passé de coureuse cycliste professionnelle. Oui, tu vois, je crois qu'on est là. Ouais. Avec le soleil. Bonjour. Ouais, c'est ça. Comme tous les ans. Ici, c'est pas loin. Ah ouais. T'aurais eu le temps. T'aurais eu le temps d'y aller. C'est quoi? Japonais déjà. Quoi? Ah ouais, mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Regarde, en Vendée, il y a du soleil. Exactement. Salut Stéphane. Ça va? Bonjour. Ça va la famille? Et toi ma grande? Ça va? Je file au départ. Alors les juniors. Ouais, tu. Marche vite, hein, désolé.
Après cette procession sur le parking équipe, Stéphane Delcourt se rend au départ des juniors dames, catégorie tremplin pour les filles qui veulent prétendre à devenir professionnelles. Ladies Challenge, c'était une Coupe des Nations avec le maillot de l'équipe de France, Ambre Radadi, l'un des grands noms tout simplement. Bon, allez, je vais donner le départ de Ambre en tant qu'affaire. Désormais, on y est. Je te pique le micro, Michel. Et mesdames et messieurs, on compte sur vos applaudissements. L'ovation du public pour Ambre Radadi. Donc dans cette catégorie des juniors, Marie Desandais pour la formation venue de on s'est lancé dans moins de 10 secondes maintenant. Là aussi, l'objectif réalisé, la meilleure performance possible dans ce chrono des nations. Ça y est, pas trop de virage, c'est moi. Allez, allez, à tout à l'heure. Ouais. Ça va bien? Prête? C'est bien là. On finit bien la saison, donc tu vas bien. On se va à l'arrivée? Ouais. Là, tout à l'heure. Oui? Ouais, mais j'ai pas du mal à décoller. Un regard sur celle qui porte le maillot tricolore, grande espoir française, Églantine Rayer, qui partira l'année prochaine dans la structure féminine allemande de la DSM. Oh, une arnaque! Oh, une arnaque! Oh, regarde pas! Oui. Départ véhicule qui allait à... De retour au paddock, Stéphane Delcourt, suspendu à son portable pour gérer les invités du sponsor. 13h40 le premier invité et le deuxième 14h02. Mais les deux arrivent en même temps. 13 heures passées, Eugénie Duval se présente au motorhome, visiblement perdue pour se rendre au site du départ. C'est pas le départ que je pensais. Ah, il a changé par rapport à l'an dernier. Bah, moi j'ai pas fait l'an dernier, mais j'ai toujours connu là. Au deuxième parking là. Ouais, bah, j'étais parti là-bas, moi. Je dis au mec, bah, c'est où le parking? Et il y avait l'autre petit parking, mais ouais, là avec tous les camions. Les vélos sont placés par les mécaniciens sur les home trainers, un outil permettant aux coureuses de s'échauffer. La première des trois concurrentes de la FDJ Suez Futuroscope à s'élancer est Eugénie Duval. Devant toi, c'est le numéro 27, si jamais tu veux savoir. Et pour y aller au départ, tu y aller. Ouais, tu passeras dans le... Hein? Allez, merde. Flavien Soenen, directeur sportif sur Aloos A de Guest, un dernier chèque radio avant le départ. It's in-house for the sound? Yeah. Yes, I think it's okay. 13h35, Lous se rend au départ. Ok. Hugo, tu lui as expliqué? Nous prenons place dans la voiture de Flavien Soenen. On a bien distingué à de nombreuses reprises, notamment chez... On va suivre évidemment avec beaucoup d'attention l'Os de Guest. Alors que là, on doit maintenant... Next corner on the right soon. Carton de la confédération athlétique avec Marc Cancer qui s'était imposé, avec Stephen Kuhn que l'on retrouvera tout à l'heure. And let's go for the straight line with all the climb. Come on, allez. 37 minutes d'effort intense, 37 minutes d'informations envoyées dans son oreillette par son directeur sportif. Allez, focus. 400 meters until the roundabout on the left. Come on, almost 2K to go. Allez, Lous, allez, 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 allez. Allez, last line. Allez, allez, until the finish line. Allez, Lous. Allez, allez, allez. Come on, come on, come on, come on, come on. 100 meters. Allez, Lous. Allez, 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 allez. Until the line, until the line. Allez, 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 allez. 12 secondes, Jules Parker Autriche est troisième à 28 secondes.
mieux dans Et la maison. quatrième, alors que nous avions l'arrivée également de Célia Lemouel. Loussa de Guest termine à la 5e place et dépasse sur la fin Célia Lemouel, la championne de France espoir. Okay? It was good. Hard? You want something to drink? You have? Gigi? 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 Débriefing de la performance avec Flavien Soenen, puis quelques minutes plus tard, celle qui remporte le classement de meilleur espoir, Marie Lenette, se présente en fond de ligne. C'était encore un bon contre-la-montre. Ouais, c'est un bon chrono, elle a été constante, elle a eu un peu de mal sur la portion où en fait il a fallu enchaîner des montées-descentes parce qu'elle avait fait une très grosse première partie, mais elle a très bien fini après. Donc du coup elle a été capable de reprendre la vitesse, donc maintenant on va voir un petit peu, elle avait le 3e temps inter, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, bah, c'est intéressant, on se dit qu'on a un profil intéressant là, on a une athlète qui est douée et qui aime bien l'exercice du chrono, donc on va pouvoir bien s'amuser avec elle. Marie, on va voir Marie un coup. Van Dijk. 9e temps. Tu n'as pas perturbé la Suissesse là qui elle crève et qui change la roue et qui change de vélo. Non, mais après, c'est Marie, c'est la fin de saison. Hein. T'as vu tout ce que t'as fait cette année? Thank you. How did you go? Oh, it's so hard for me. I don't know how you do because But it's also hard for me. How did you go? oh, I don't know, maybe 10. Oh, good. Yeah. But I think first under 23 on my last race in under 33. Yeah, that's a good one to finish it off. Yeah, after I'm old after. Not as old as me, so don't. Bon, Gachi nous a sauvé de remettre un autocollant. Un manager conquis, la pression retombe. Ouais, c'est un pote. C'est un pote qui s'aspire. Ah ouais? Quand on l'enlève, ouais, je pense à la ventouse, il a un bon carrossier. Très bien, alors, on est très détendu, sans pression. 2 cyclistes pour nous de l'équipe. Notre nouvelle recrue Luce Adores qui était avec nous aujourd'hui. Donc pas de pression, on a envie de faire les choses bien. Elles ont tout donné, il n'y a rien à regretter. Mais on sent que c'est une course où quand on a fait une saison 2022 qui est exceptionnelle, on a beaucoup moins de pression, on n'est pas à la chasse au point. Donc on finit bien et avec le soleil c'est encore mieux. Ça dépend vraiment des saisons, là il y a zéro tension, on fait une grosse saison, depuis 3 saisons on monte en puissance, l'effectif ne bouge pas, le staff bouge mais en s'agrandissant, mais la base est toujours la même. Donc on est serein, on a envie de profiter, il reste 4 jours de stage administratif, mais là ce qu'on a envie c'est vraiment de profiter de ces moments-là de popularité aussi avec les fans autour de nous et de bien finir sur les 4 jours de stage qui arrivent. Décompresser un peu, mais c'est vrai que pour la direction, ça va être tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour préparer 2023. Pour terminer la journée, Emmanuel Merlot et Stéphane Delcourt se rendent au protocole pour la remise des prix pour Marie Lenette. Voilà, cette jeune fille a été championne du monde, vice-champion du monde. Je crois qu'on peut lever les mains, applaudir plus fort encore. Bravo donc à Marie Lenette qui va être félicitée. Ça va comme ça, Marie? On arrive, on fait le tour. Clap de fin pour la FDJ Suez Futuroscope. Le staff et les coureuses vont donc se concentrer sur la saison 2023 pour espérer rééditer cette folle saison l'année prochaine. Magnifique reportage donc de Victor Pérez-Boucheron en immersion au sein du team FDJ Suez Futuroscope. Victor, quels ont été tes ressentis là? Ça doit être quand même assez impressionnant d'être au cœur du peloton comme ça. Oui, forcément, la FDJ Suez Futuroscope, c'est une équipe qu'on connaît bien sur le territoire français, notamment évoluant au niveau World Tour féminin. La meilleure équipe française, 4e de l'UCI World Tour. Le classement est sorti il y a quelques jours. Forcément, c'est impressionnant de les suivre. Les moyens déplorer sur place. Un camion
camion, un bus, un motorhome, 4 voitures, des home trainers, tout ça pour justement 3 coureuses avec Eugénie Duval. On ne le voit pas dans le reportage, mais Eugénie Duval, oui, c'est bien élancé sur ce contre-la-montre, mais c'est vraiment impressionnant, oui, tous les moyens déployés par cette équipe. Chaque année, sur le Tour de France, quelques-uns ont la chance d'accompagner Christian Prudhomme. On pense au président de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy, fan de vélo, Emmanuel Macron, des personnalités également. Victor, tu as eu la chance d'être dans la voiture. Ça fait quoi alors d'être dans la voiture derrière la course? Oui, j'ai pu partager la course de Loussa de Guest dans la voiture de Flavien Soenen, directeur sportif, lui-même ayant grandi à La Rochelle, au VCCO La Rochelle. C'est impressionnant parce qu'on se dit que eux, ils ont en fait la route et le terrain de jeu des coureurs. La route est fermée. La route, c'est un stade. Au final, le temps de 45 minutes, 1 heure pour le passage des coureurs. Et la conduite, forcément, ils peuvent rouler à gauche, les feux rouges n'existent pas, les scellés de passage non plus. Donc c'est une conduite assez sportive. Je pense qu'il faut savoir maîtriser son véhicule et bien sûr faire attention aux commissaires devant et surtout aux coureurs sur la route. Et tu avais bien évidemment attaché ta ceinture de sécurité. Le programme, Victor, du team FDJ Suez Futuroscope, tu le disais, dernière course en France. Là, il va y avoir une grosse actualité à l'étranger, c'est ça? Dernière course en France, dernière course en Europe surtout. Le Chrono Nation marque la fin de la saison 2022 sur la route et aussi sur la piste. Le cyclocross, la saison s'ouvre à l'instant. La FDJ, pour sa part, participe à 4 jours de stage administratif avec les sponsors, les partenaires et toutes les collectivités qui donc œuvrent à son bon fonctionnement. On retrouvera cette FDJ Suez Futuroscope l'année prochaine, en janvier, dès l'ouverture de la saison 2023, Benjamin. Et si vous voulez d'ailleurs, en parlant du Futuroscope, revoir la directrice communication et marketing qui a un gros travail parce que le Futuroscope parraine également ce team de vélo, vous pouvez aller sur la page YouTube de NATV, revoir l'invité de la rédaction, c'était dans Nactu. Merci beaucoup Victor, bon week-end de sport, on te retrouve à l'antenne dès lundi. Merci Benjamin, au revoir. Tout de suite, c'est le sport féminin, vous le savez, dans le Nasport Show, la rubrique féminin. On retrouve régulièrement des sportifs, des entraîneurs, des dirigeantes, comme ça a été le cas récemment dans le Nasport Show féminin. C'est parti. Et on va parler handball dans Femina avec la lumière sur le club de Celles-sur-Belle qui réalise un superbe début de saison en Ligue Butagaz Énergie. Pour parler de ce début de saison canon, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir la gardienne de Celles-sur-Belle. C'est Justine Iquebran qui est avec nous dans le Nasport Show. Bonsoir Justine. Bonsoir. Justine, merci d'avoir accepté l'invitation du Nasport Show. Je le disais, très bon début de saison avec 4 victoires et une défaite après 5 journées de championnat. En toute honnêteté, vous auriez signé avant le début de saison ou ça ne vous étonne pas plus que ça? Non, je pense qu'on aurait quand même signé. On savait qu'on avait un calendrier favorable, on va dire, contre la réception des 2 équipes qui allaient jouer dans la même cour que nous, on va dire. Donc, on avait vraiment travaillé pour performer et gagner les 2 premiers matchs à domicile. Et au bout de 5 journées, on a 4 victoires. C'est vraiment un très bon début de saison. Vous avez dû aussi faire une grosse prépa physiquement. Justine, vous allez nous le dire. Mais en tout cas, on sent que mentalement, vous êtes prête. Il y a des guerrières. Vous gagnez 2 matchs avec 2 points d'écart, avec des scénarios où vous vous accrochez jusqu'à la dernière seconde. C'est une impression, ça? C'est une fausse impression ou c'est la réalité? Vous êtes une équipe de guerrières? Ah non, je pense vraiment qu'on est une équipe de guerrières. On a vraiment travaillé physiquement pendant la prépa pour arriver et justement on réussir à gagner ces matchs. On savait que ça allait pas être simple, donc on a bossé, on a travaillé. Aujourd'hui, les résultats sont là. Après, on sait que c'est loin d'être terminé. On continue le travail, on continue à travailler physiquement et on espère continuer sur cette dynamique. Généralement, les gardiens et les gardiennes de hand aiment ce genre de match et ce genre de scénario parce qu'on sait que c'est le gardien ou la gardienne qui est décisif dans ces cas-là et qui peut faire la bascule dans les fins de rencontre. Je suppose que vous partagez cet avis. Justine, c'est le genre de match qui fait kiffer, comme disent les jeunes. Je pense que c'est tout un groupe sur ce genre de match. C'est vraiment il y a les gardiens, mais il y a surtout aussi la défense et toutes les joueuses, même j'ai même envie de dire et heureusement les coachs. Donc non, c'est des matchs qui donnent envie d'être joués et puis quand on voit qu'à la fin on gagne, c'est encore mieux.
Et vous êtes particulièrement impressionnante ces derniers temps. Vous êtes régulièrement citée, Justine, dans les équipes types, dans les joueuses du mois, dans les joueuses qui marquent de leur empreinte cette Ligue Butagaz Énergie. Je suppose que du coup, vous êtes en confiance, et quand on est gardienne et qu'on est en confiance, on est vraiment une plus-value aussi pour son équipe et un danger pour l'adversaire. En tout cas, moi j'essaye de faire mon travail, de le faire au mieux. Après, c'est vrai que je suis plutôt bien aidée aussi par mes coéquipières. Elles bossent, et moi, quand je les vois performer comme ça en attaque, j'ai envie de les aider le plus possible aussi en défense. Donc c'est vraiment un groupe, c'est vraiment un tout, et tant mieux. Racontez-nous justement un peu votre rôle, Justine, avec vos coéquipières, parce que si je ne me trompe pas, ça doit être la 9e saison pour vous au club. Vous avez 35 ans. Je suppose que la relation par rapport au début de carrière, elle a un peu changé. Vous êtes un peu à la fois la maman, un peu la leader, un peu le meuble qu'on ne peut pas déplacer. Alors je rectifie, c'est ma 8e saison. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Alors la maman, je pense pas que ce soit moi qui ai ce rôle dans l'équipe. Il y a d'autres filles aussi. Moi, j'essaye tout au moins en fait de montrer mon expérience, d'être là dans les moments qu'il faut, de communiquer, de discuter avec les joueuses, et d'être présente surtout quand il y a besoin. Et il va falloir être présent ce week-end, Justine, parce que c'est presque un choc. Déjà, c'est un match qui est décalé par rapport aux autres, parce que c'est une équipe de Nantes qui réalise quasiment un début de saison similaire au vôtre. 2 équipes en confiance, ça va être une affiche sympa à jouer. Je pense que ça va être un gros match samedi qui nous attend, quand on est vraiment une très belle équipe. Donc la saison dernière, on était allé là-bas, on avait eu une petite déconvenue, on va dire. On avait gagné chez nous. Maintenant, toutes les saisons sont différentes. On sait que Nantes est en confiance, Nantes aura envie de gagner chez elle avant la trêve. Donc, et nous, on aura envie de faire un très bon match et d'aller performer là-bas. Avec ce début de saison, Justine, est-ce que les ambitions sont un peu revues à la hausse, ou ça reste conforme à ce que vous vous étiez dit en début de saison? Début de saison, on s'était dit qu'on voulait le maintien le plus rapidement possible. C'est toujours le cas. On verra par la suite, mais la saison est longue. On va être seulement au 6e match, donc il faut garder les pieds sur terre et surtout continuer à travailler, et on verra par la suite. Et le chien est d'accord avec vous, apparemment. Justine, juste une dernière question avant de vous laisser. Justine, on a pas mal parlé ces derniers temps des nouvelles règles mises en place du côté du handball. Paraît-il que ça fait le bonheur des buteurs et des gardiens chez les hommes. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? C'est une règle avec laquelle il faut se faire. Je pense que ça va montrer peut-être plus de buts et peut-être plus d'arrêts. Ça on ne sait pas, on verra. Mais non, ça rend en fait en tout cas intéressant. Il y a beaucoup plus de rythme sur les matchs. On verra par la suite. Je préfère pas me prononcer pour le moment. Effectivement, on verra la suite. En tout cas, la suite, elle s'annonce belle, parce que on vous félicite encore une fois, Justine. Vous réalisez avec Celles-sur-Belle un très bon début de saison, et cette saison continue demain face à Nantes. On vous souhaite le meilleur, bien évidemment, pour cette rencontre. Merci, Justine. Merci beaucoup. Et bon match face à Nantes, donc, pour le handball club de Celles-sur-Belle, qui est actuellement, on le rappelle, 6e de Ligue Butagaz Énergie. On va vous rappeler les 2 résultats déjà tombés dans ce championnat, puisque c'était mercredi soir. Besançon a été battu 24-27 à domicile face à Brest. Chambray-les-Tours a été battu à la maison 21-31 par Metz, qui est donc leader de cette Ligue Butagaz Énergie. En attendant les autres matchs, et notamment la rencontre entre Nantes et Celles-sur-Belle, qui aura lieu demain soir à 20h. Le handball, ça joue également chez les garçons, avec une affiche de prestige pour le club de Limoges. La 6e journée
de l'Iki Moly Star League. Limoges, 10e du classement, qui va se déplacer du côté du stade Pierre de Coubertin pour aller défier l'Ogre, le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h. Et puis, il y a également du basket ce week-end, évidemment, pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. La 6e journée de Betclic Elite. Il y a un match entre Limoges et Fos-sur-Mer demain à 20h sur le parquet de Beaublanc pour le CSP. Et puis, Pau Orthez également reçoit Paula Cortez qui va jouer à 20h face à Paris. Ça va donner là aussi une belle affiche pour l'élan béarnais. On va vous parler pour une fois de cricket dans le Nasport Show. Après le basket, on va s'intéresser au cricket et plus exactement à un club qui évolue en Charente-Maritime. C'est l'Onis Cricket Club. Reportage et on revient dans un instant pour la suite et la fin du Nasport Show. Le cricket, en fait, c'est un sport français qui a commencé dans le nord de la France en 1478. Il y a eu un match et il y a eu un accident et un courrier a été envoyé à Louis XI. Et c'est comme ça qu'on sait que le cricket existait déjà en France à cette époque-là. Ensuite, ce sont les Anglais qui l'ont codifié et quand ils sont partis coloniser le monde, ils ont popularisé le cricket. En 1900, dans les Jeux Olympiques de Paris, l'équipe française a gagné la médaille d'argent. Donc on sait que c'était déjà joué à Paris. Et en France, il y a beaucoup de clubs de cricket. Il y a des clubs qui ont 30-40 ans. Il y en a un à Paris qui s'appelle Standard Athletic. C'est un ancien club de foot qui est devenu un club de cricket aujourd'hui. Ce club existe depuis plus de 50 ans. Et Onis, ici en Charente-Maritime, Onis Cricket, on a commencé en 2017. En France, il y a environ 80 clubs de cricket et la moitié sont affiliés à la fédération et les autres sont indépendants. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 5 clubs de cricket. Il y a le Château d'Escours de Bordeaux, il y a le Cricket Club de Molles à côté d'Angoulême, il y a Saint-Olé, il y a Aimé, d'Amazon et Onis. Je pense que ça fait 6 clubs de cricket. Il y a des championnats de cricket en France. Pour le moment, c'est la Ligue Île-de-France et Ligue Hauts-de-France qui sont assez actifs. Et je suis aussi délégué de cricket, vice-président délégué au cricket en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est aussi l'un de mes rôles de démarrer un championnat pour la région. Bonjour, voilà, je suis venu à l'entraînement, je suis de cricket. Je suis Alain Morlier, le deuxième adjoint à la vie associative citoyenneté et sport. Accompagner et soutenir bien sûr l'équipe de cricket avec le président Prade pour voir un petit peu comment on peut évoluer tous ensemble pour que ce sport, qui est d'ailleurs très intéressant, qui est un sport collectif tout en étant un sport individuel et qui a le mérite d'être mixte, homme-femme, avoir travaillé avec les enfants. Et nous, ça nous intéresse énormément sur Étretat. Ce qui manque pour développer le cricket, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que comme le cricket est très peu connu en France, c'est vraiment difficile de convaincre soit la commune, soit les profs de sport pour venir essayer une nouvelle activité. Et pour nous, dans notre association, c'est le terrain de cricket c'est le manque de terrain de cricket qui nous bloque dans notre développement. Il faut savoir que le cricket quand même représente un terrain, c'est un terrain de foot.
Un terrain de foot, à l'occasion, j'en ai qu'un. Alors donc c'est très compliqué, donc je ne pourrais pas leur donner un terrain de foot. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Par contre, c'est pour ça, c'est ce que je disais au président Prade, on peut trouver d'autres solutions. Ils ont besoin aussi de s'entraîner. Donc ils m'ont demandé des tunnels d'entraînement. Donc on travaille déjà sur ce point. Parce qu'ils ont déjà le gymnase, et je comprends, et la ville comprend très bien, la ville d'Etré, qu'ils ont besoin de pouvoir faire des matchs. Mais pour l'instant, on en est là. Mais on y travaille, on fait tout ce qu'il faut pour que le club se développe. En France, on joue au foot, un sport anglais, on joue au rugby, c'est un sport anglais. Au golf aussi, au tennis, mais le cricket, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été populaire en France. Par contre, c'est un pays idéal pour le cricket parce qu'en été en France, il n'y a aucun sport collectif. Le foot, le rugby, le handball, le basket, ça s'arrête. Donc le cricket peut combler ce vide pendant mai jusqu'au septembre. Et c'est un sport collectif d'été. L'ambiance en France est très festive pendant l'été et c'est un sport très convivial. Et ça va parfaitement dans la culture française. Et ben alors, ils travaillent avec notamment le collège, les professeurs de PS de collège. Ils viennent apprendre aux élèves à jouer au cricket. Et comme le cricket est un sport quand même différent de toutes les autres activités, je dirais, en sport collectif, que ce soit le rugby, le foot et le hand, c'est un autre état d'esprit, une autre façon de fonctionner. Et ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit dans le sport. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ça fait 4 ans que je pratique le cricket. Je ne connaissais pas ce sport auparavant et je trouvais ça très chouette de pratiquer ce sport. Je m'appelle Marius, je pratique le cricket depuis 1 an parce que j'adore ça. Avoir tous ces éléments, la batte, les balles, taper, en fait, ça me fait du bien de taper, d'attraper les balles de volley et tout. Enfin, j'adore ça, moi, ce sport, ça me fait plaisir de le pratiquer. C'est un sport très convivial, c'est un sport qui est pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être très fort, très rapide, faire 12 mètres de taille, 100 kilos, très musclé. C'est un sport où tout le monde trouve sa place en fait. C'est très technique et ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de patience. Ce sont des choses qu'on a perdues dans la société aujourd'hui où tout est trop rapide. Donc le cricket a beaucoup de valeurs traditionnelles, de la patience et de la persévérance et la concentration. Les règles, ce n'est pas très compliqué. Il y a 3 formats de cricket. Les formats internationaux, il y a test cricket, c'est le format traditionnel où le match dure 5 jours. Et après, il y a one day où le match dure 6 heures. Et le nouveau format qui a à peine 25 ans, ça s'appelle T20 et le format dure 3 heures. Et pour les gens qui pensent que le cricket est très compliqué, je les comprends. Je les invite de venir regarder un match de cricket et venez avec quelqu'un qui peut bien expliquer le cricket. Et il y a beaucoup de nuances. Et il faut essayer d'apprendre les nuances dans le cricket. Et beaucoup de gens connaissent le baseball, presque tout le monde. Mais là, c'est presque pareil. C'est juste la batte qui est différente. La batte, elle est plus plate. Et enfin, voilà. Mais sinon, je pense que le cricket, il devrait être plus en avant, plus sur les médias et tout. Sur le terrain, il y a 11 joueurs. Et ces 11 joueurs, leur but, c'est de rattraper la balle pour ensuite envoyer soit au gardien ou soit renvoyer au lanceur. Et le but du lanceur, c'est d'éliminer les 2 batteurs par n'importe quel moyen, soit en dégommant 3 piquets ou soit en faisant en sorte que le batteur frappe la balle et que les autres joueurs puissent l'attraper de voler. Et sinon, quand ils sont en pleine course, ils peuvent aussi taper dans les 3 piquets. C'est les batteurs qui marquent les points.
Ils peuvent marquer des points en faisant une course ou plusieurs courses en rentrant dans les zones. Sinon, ils peuvent marquer en mettant la balle assez loin pour que ça puisse aller à l'extérieur du terrain. Si ça roule et que ça va à l'extérieur du terrain après, ça fait un 4. Et si ça va directement sans toucher le sol, ça fait un 6. Un joueur de cricket peut occuper plusieurs rôles, comme le rôle de lanceur, de gardien, de batteur ou de fielder. Les fielders, c'est ceux qui rattrapent la balle. Ça, c'est les vraies balles de jeu. C'est des balles très dures. Et c'est pour ça qu'on a plein d'autres équipements, dont cette batte. Celle-là, ça sert à taper justement cette balle. Ça sert à la taper très très loin pour marquer des points. On a ce casque qui nous sert à protéger justement de cette balle quand elle part trop vite. Et après, on a ces protections pour les jambes. Parce que les balles, elles peuvent partir très très vite au niveau des jambes. Et ça peut faire très très mal. Du coup, on met cette protection pour ralentir la balle et pour que ça fasse moins de mal. Un bon joueur de cricket, dans le cricket, il y a un batteur et il y a un lanceur. Un bon lanceur, il y a deux types de lanceurs. Un lanceur qui lance rapide et il y a un lanceur d'effet qui lance moins rapide, mais il met des effets sur ses lancers. Donc, un lanceur rapide, il est obligé d'être sportif, rapide et pouvoir lancer rapidement. Et un lanceur d'effet, il doit travailler sur la précision et sur les techniques et la stratégie qu'il met sur ses lancers. Le meilleur lanceur du monde arrive à lancer la balle à 160 km/h. Personnellement, je préfère batteur. On batte la balle. Parce que lanceur, je ne suis pas très fort. Et après, catcheur, ça fait mal aux mains avec ces petites balles. Donc je préfère battre la balle. Et pour un bon batteur, c'est la discipline. Et c'est la concentration et c'est la patience et le timing. Et une bonne vision de la balle, une bonne coordination de l'œil et les mains. Dans le niveau international, les pays élites, c'est l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et les West Indies comme l'île de Jamaïque, Barbados, Sainte Lucie. Il y a une équipe de France de cricket, il y a des filles, l'équipe des filles, ça s'appelle les Dames de France. Ils ont joué un grand tournoi l'année dernière en Espagne contre les grosses équipes comme l'Écosse et l'Irlande. Pour les filles, c'est très facile, c'est très accessible pour le moment et facile d'aller au niveau international en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles et c'est moins compétitif que pour les garçons. Au mois de juin, le club d'Aunis organise un tournoi pour les jeunes moins 16 ans en Bretagne. Comme on n'a pas de terrain, on va louer un terrain d'un club en Bretagne et on va inviter 2 clubs anglais, un club de l'île Jersey et un autre club de County Essex et le club de Nantes et un club de Rennes et Paris. Et nous, et 5 clubs, on va faire un petit tournoi là-bas. Et le jour, on aura un terrain en Charente-Maritime pour nous. Et on fera la même chose ici, chez nous. Comme notre association est investie sur le développement du cricket, notre but, c'est de rendre le cricket le plus accessible au monde, aux gens. Donc, pour les jeunes de moins de 18 ans, la licence dans le club, c'est 30 € par an. Et pour les adultes, c'est 50 € par an et on a tous les matériels. Donc, c'est vraiment, ça doit être une association, parmi les associations la moins chère. Ce sport, il est bien et on s'amuse, c'est plutôt rigolade. Bon, après, on est très compétitif, mais c'est surtout la rigolade, surtout avant tout. On s'amuse entre copains, mais on fait le sport surtout.
Le Nasport Show, c'est l'heure de raccrocher les crampons. Mais avant de se quitter, on va vous proposer une petite pépite. C'est un reportage d'Océanos de la rédaction consacré à Violette d'Orange. Violette d'Orange, qui c'est une jeune skippeuse qui est originaire de Rochefort en Charente-Maritime et qui se prépare ardemment chaque jour pour affronter les vagues lors du prochain Vendée Globe 2024. Un reportage passionnant d'Océanos. Cette émission sera disponible bien évidemment en replay sur la page YouTube de NATV. Le Nasport Show, c'est terminé. Très bon week-end de sport à tous et à lundi pour LFN TV pour les fans de football. Bon week-end. Bonjour, je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 20 ans et je prépare le Vendée Globe 2024. Donc je suis navigatrice professionnelle depuis maintenant quelques petites années. Mon parcours en voile, c'est en fait j'ai commencé la voile assez jeune, vers 7 ans. J'ai commencé en voile légère où là j'ai fait beaucoup d'années d'optimiste, 8 années d'optimiste. Et puis après 3 années de 420, donc c'est un petit bateau où on est en double. Et à la fin de ces années de voile légère, j'ai fait 2 défis un petit peu originaux qui sont la traversée de la Manche en optimiste et la traversée du détroit de Gibraltar en optimiste encore. Et en 420, j'ai participé au championnat du monde 3 fois où on représentait la France avec ma coéquipière et on a ramené à chaque fois une médaille. Donc voilà, ça c'est pour la partie voile légère. Et puis après la voile légère, je suis partie en course au large et j'ai commencé avec un projet mini transat, donc traversée de l'Atlantique en solitaire. Et puis après ça, j'ai voulu continuer et ça fait maintenant ma 3e année en Figaro et maintenant je me prépare pour le Vendée Globe 2024. La voile, c'est un sport qui est arrivé un petit peu naturellement au début. J'aimais pas trop ça, mais en fait, je fais partie d'une famille, on est 3 enfants et je suis la plus petite. Et les 2 grands ont fait de la voile, donc moi j'ai un petit peu suivi et on m'a dit allez, tu fais la voile comme ça, tu fais comme les 2 grands, la grande sœur et le grand frère. Et au début, j'aimais pas trop ça et puis après, j'ai commencé à faire les compétitions, je me suis un petit peu forcée au début et puis après petit à petit ça a pris une place importante et aujourd'hui c'est une passion quoi. Au tout début, moi je voulais faire de la danse ou du poney, je sais pas, mais je voulais faire vraiment autre chose que de la voile. Et au final, je pense que je suis très bien dans ce milieu-là parce que j'aime beaucoup la voile parce qu'en fait on gère plein de choses, on gère pas que l'aspect sportif, physique, stratégique. Là il y a tout plein de choses, il y a la vie à bord, il y a la gestion d'un projet, la gestion d'une équipe. Donc en fait il y a 1 milliard de choses à faire et je me retrouve vraiment bien dans ce sport. Les qualités requises pour devenir skipper pro, je pense que
faut être assez polyvalent, faut pouvoir gérer plein d'aspects dans le projet voile. Donc savoir gérer son sommeil, savoir connaître la météo, apprendre la stratégie. Enfin, faut vraiment tirer de ses erreurs et en permanence progresser sur plein d'aspects différents. Et je pense qu'il faut aussi énormément de détermination et de motivation pour y arriver, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est parfois super dur, où on se retrouve au milieu de nulle part, dans une tempête ou quoi. Enfin, faut être déterminé pour y arriver, mais voilà. Comme j'ai commencé la voile assez tôt et j'ai toujours enchaîné les choses de plus en plus jeune, j'ai commencé à avoir un bateau pour faire de la course au large. Donc en mini 650, j'ai eu mon bateau à 17 ans, je crois. C'est une énorme chance, mais du coup j'ai pris vraiment beaucoup d'avance. Et puis après j'ai commencé le Figaro à 19 ans. Donc j'ai toujours pris un petit peu d'avance, et aujourd'hui je me prépare au Vendée Globe 2024 parce que j'ai l'opportunité et je me dis faut que je la saisisse, quoi. C'est trop génial d'avoir un peu d'avance, et puis ça me permettra après d'engranger l'expérience plus rapidement, quoi. Pour affronter les mers au large et affronter un Vendée Globe, je ne sais pas encore exactement quelle préparation il va falloir en détail, mais en tout cas j'imagine qu'il y a tout un tas de choses à préparer. Et déjà, par exemple, en Figaro, j'ai une préparation mentale que je fais depuis de nombreuses années, et je pense que ça c'est un des points forts du projet. Après, il y a une préparation physique avec des entraînements physiques toute la semaine. Il y a les entraînements, il y a aussi toutes les parties formation, où on doit par exemple faire des formations pour connaître l'électricité, gérer un moteur, apprendre à bien régler nos voiles. Donc il y a toute la partie formation, et puis après il y a quoi d'autre? Il y a toute la préparation du bateau. Il faut que le bateau soit bien prêt, qu'il n'y ait pas de casse matérielle. Donc ça fait pas mal de choses à gérer. Ouais. En fait, comme la course au large, c'est un sport où on part pendant plusieurs jours en mer et on est seul à bord, forcément il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a gérer la vie à bord, savoir être à l'aise sur son bateau, arriver à bien dormir. Et en fait, on dort en petit sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'on fait plein de petites siestes de 10 à 20 minutes. Et quand on part pour des semaines, là, c'est plus des siestes de 1 à 2 heures. Mais du coup, il y a plein de choses à savoir gérer au niveau du sommeil, arriver à bien se réveiller, arriver à s'endormir vite. Il faut aussi qu'on apprenne à gérer nos peurs, parce qu'il y a les tempêtes, la casse matérielle, ou le fait de juste avoir peur de tomber dans l'eau. Ça, c'est des peurs qu'il faut vaincre. Et après, il y a gérer le stress sur les phases de départ. Et il y a un milliard de choses à connaître, et je pense que la préparation mentale, c'est hyper important. Là, par exemple, cette année, j'ai fait une transatlantique cette année en double. Donc j'ai travaillé sur cette transatlantique la gestion du temps, me dire que je pars pour 20 jours, et c'était un bon exercice pour le Vendée Globe. Et puis après, sur la solitaire, c'était le deuxième objectif de cette année. C'est une compétition qui est hyper dure, et là j'ai vraiment travaillé la gestion de la difficulté, d'arriver à, même si c'est dur, y aller et être déterminée quand même dans la difficulté. Et donc voilà, j'apprends plein de choses comme ça par année. On se fixe des objectifs avec ma coach mentale. Ce que la voile m'a enseigné, c'est
Je pense que ça rejoint un petit peu l'aspect mental. Je pense que ça m'a donné une grande force et aussi une autonomie de me dire bah voilà, je suis responsable d'un bateau, je suis responsable de ma vie aussi à bord, donc faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça m'a vite responsabilisée. Quand j'ai eu mon premier bateau là à 17 ans, j'ai vite compris tout ça et je pense que ça m'a apporté aussi une force d'être déterminée, quoi. Plusieurs skippers et skippeuses qui m'inspirent. Je pense aux femmes comme Samantha Davis, Ellen MacArthur. C'est forcément des femmes qui ont montré que c'était possible d'y aller. Et Ellen MacArthur, elle avait 23 ans quand elle a fait son premier Vendée Globe. Donc forcément, je me dis c'est des exemples. Elles sont petites, elles sont pas forcément hyper musclées. C'est possible, quoi. Je me dis je peux le faire comme elle. Et après, il y a beaucoup de marins comme je pense à Jean-Pierre Dick. En fait, c'est un ami de la famille. En fait, mes parents ont fait leurs études avec Jean-Pierre Dick, donc on le connaît bien. Et depuis le début, je suis tous ses Vendée Globe. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours inspirée. Et c'est un peu lui, quelque part, qui m'a guidée vers d'abord la Mini Transat et puis aujourd'hui vers le Vendée Globe. Donc il y a Jean-Pierre Dick, les filles, et puis il y a aussi plein d'autres skippers comme je pense à Yann Eliès, Armel Lecléache. Enfin voilà, c'est beaucoup d'exemples en voile. Pire souvenir, je pense que c'est ma première grande peur. Justement au tout début quand j'ai eu mon bateau, mon petit Mini 650 et je suis partie faire les qualifications aux courses donc, en Méditerranée et je me suis pris un coup de Mistral et c'était super... c'était horrible, moi j'ai eu énormément peur. Heureusement on était à 2 sur le bateau, mais c'était la première fois que je voyais 30-35 nœuds, des grosses vagues, etc. Et j'ai eu une sensation comme si j'allais mourir, quoi. J'ai eu une énorme peur et au final, après j'ai fait 2-3 tempêtes, plus de tempêtes comme ça, les mêmes situations et après je me suis dit en fait c'est pas grave, faut juste gérer le bateau, baisser les voiles et se mettre en sécurité et en fait ça passe, quoi. Et voilà, donc je pense que ça a été mon pire souvenir, vraiment une grosse peur. Meilleur souvenir en voile, je pense que j'en ai beaucoup au championnat du monde où en fait on a gagné des médailles. Je me souviens de mon premier championnat du monde en Nouvelle-Zélande où là c'était la première fois qu'on partait au bout du monde avec ma coéquipière et on représentait la France et on a réussi à avoir une médaille de bronze. Donc je me souviens que c'était une explosion de joie et on n'y croyait pas forcément au début. Ça, c'est un très bon souvenir. Et puis après, je pense qu'il y a forcément la traversée de la Manche en optimiste qui m'a beaucoup marquée. J'ai plein de souvenirs de moments magiques. Et après, il y a aussi la traversée de l'Atlantique en solitaire. Forcément, là, quand tu arrives au bout en Martinique, c'est incroyable. Tu te dis, ça y est, je l'ai fait, quoi. En solitaire sur un tout petit bateau, c'est trop bien, quoi.